Et salut à tous, c'est Baba des Bois avec mon plus beau t-shirt aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler un petit peu de comment on fait les interactions dans le jeu. Donc on va faire deux interactions principalement, casser des pots avec l'attaque et ouvrir des coffres. C'est y part. Ok, alors la dernière fois on s'était laissé avec ce code là dans le personnage et si vous vous souvenez on avait fait le déplacement du personnage, donc le personnage se déplace dans toutes les directions et on a fait son attaque. Donc il peut attaquer mais pour l'instant il peut pas casser les pots. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire casser les pots et on va le faire ouvrir les coffres. Voilà. Et donc il y a deux trucs à prendre en compte. Déjà quand on casse les pots il va falloir qu'on détecte l'interaction avec le pot. Mais quand on essaye d'interagir avec un coffre, il va falloir qu'on détecte qu'on interagit avec un coffre parce qu'on ne veut pas jouer l'animation d'attaque. On utilise le même input entrée ou barre espace. Mais par contre quand on est face à un coffre, on veut ouvrir le coffre, on ne veut pas déclencher l'animation d'attaque. Donc il y a une petite subtilité à ce niveau là. On va commencer par le plus simple, on va commencer par le pot. Alors pour pouvoir faire le pot, déjà il va nous falloir qu'on puisse détecter le fait qu'il y a eu une interaction avec quelque chose. Alors donc pour pouvoir faire ça, ce qu'il va nous falloir c'est ce qu'on appelle un nœud ARIA 2D. En fait le nœud ARIA 2D, donc c'est un nœud qui doit posséder une collision shape. Vous voyez là il nous dit avertissement de configuration du nœud, ce nœud n'a pas de forme. En fait il attend qu'on ait une collision shape, donc on va lui donner une collision shape. Collision shape 2D, voilà, et à la collision shape 2D on va lui donner une shape et là on va lui donner un rectangle. Et là alors ce qu'on veut faire c'est qu'on veut la décaler sur l'axe des X et attention on veut décaler la collision shape et non pas l'ARIA 2D et ça va avoir de l'importance pour la suite du tuto. C'est la collision shape qu'on déplace et pas l'ARIA 2D. On va déplacer la collision shape de 20 pixels vers le bas, voilà, et on va lui donner en largeur 22. Ok, alors je fais ça parce qu'en fait il faut que ça corresponde à peu près à la taille de l'attaque. Quand on attaque vers le bas, vous voyez attack down et que je me mets sur la frame 1. Voilà, je veux que ça corresponde à peu près à la taille de cette attaque. Donc ça, on va tout se lock pour ne plus pouvoir les déplacer. Donc l'idée c'est que ça va être notre hitbox. Donc là on va l'appeler hitbox. On va l'appeler même attack hitbox. Pour ça, première chose, il va falloir qu'on récupère le nœud attack hitbox. Donc le nœud attack hitbox, c'est notre ARIA 2D qui va détecter s'il y a un pot ou pas dedans. Donc on va faire onReadyVar attack hitbox et on va aller chercher, on va faire getNode attack hitbox. Ok, donc ça, cette variable là contient le nœud attack hitbox. Et vous vous souvenez, on met le onReady. Pour pouvoir aller chercher un nœud, il faut attendre que le nœud soit prêt, donc il faut le faire onReady. Donc ce que je veux faire, c'est changer la direction dans laquelle est tournée ma collision. Et alors, ce que je peux faire, c'est me servir de la rotation, parce que vous allez voir que vu qu'on a changé la position de la hitbox et non pas de l'ARIA, ce que je peux faire, c'est que si je rotationne l'ARIA, vous pouvez le voir dans l'éditeur ici, il y a rotation degree. Si je fais une rotation de l'ARIA, vous voyez qu'il y a ma collision shape qui tourne avec. Et donc on va pouvoir se servir de ce paramètre là, la rotation, pour en fonction de la direction dans laquelle on est tourné, donner la bonne rotation pour que la collision shape soit dans le bon sens. Donc c'est ça qu'on va faire, et en plus c'est très simple à faire, parce que Godot nous donne tout un tas de fonctions qui permettent de faire ce genre de calcul, ce calcul d'angle. Donc en fait ce que je veux, c'est simplement déduire l'angle de la direction dans laquelle je suis tourné. Donc en fait je veux l'angle de la facing direction. Donc on va faire var angle, qui va déterminer l'angle, et on va faire facing direction .angle. Return this vector angle with respect of the x position axis. Donc là, si je fais facing direction.angle, en fait, ça me traduit la direction dans laquelle je regarde, donc qui est un vecteur 2, en un angle. Donc ça va me donner l'angle de ce vecteur par rapport à l'axe des x. Et c'est exactement ce qu'on veut en fait. Donc ça me retourne un angle, je crois, en radian. Hein. In radian, ouais, c'est ça. Il y a deux grandes unités pour les angles, il y a les radians, il y a les degrés, mais en général dans le code c'est des radians qui sont utilisés et non pas des degrés. Mais nous, bon, on n'a pas l'habitude de travailler avec des radians, donc on va plutôt se servir de degrés, donc on va faire une petite traduction de radian à degrés. Ce qu'on va faire c'est attack hitbox.set rotation. Donc ça, cette rotation, ça attend des radians. On pourrait lui donner cette rotation angle. Donc là, normalement, ça devrait nous tourner notre attack hitbox à chaque fois qu'on change de facing direction. Donc j'oublie pas d'appeler le update attack hitbox direction chaque fois qu'on change de direction, évidemment, sinon ça va pas marcher. Et donc là, si on teste, qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez, ça fonctionne, mais c'est décalé de 90 degrés. Parce qu'en fait, nous on regarde en bas, alors que là, le angle, il se calcule par rapport à l'axe des X. Donc en fait, on est tout le temps décalé de 90 degrés. Là. Si je regarde à droite, la hitbox est en bas. Si je regarde en bas, la hitbox est à gauche, etc. On est tout le temps décalé de 90 degrés. Donc ce que je peux faire, c'est que plutôt que de faire cette rotation qui attend des radians, on va faire set rotation degrees
Donc c'est la même chose que cette rotation, mais ça attend des degrés plutôt que d'attendre des radians. Et donc là, on va faire rad to deg, et on va lui passer angle. Alors rad to deg, ce que ça fait, c'est que ça traduit une valeur en radians en degrés. Et il y a la même chose, il y a deg to rad, qui fait l'inverse. Et donc là, on lui donne angle, mais sauf que comme on sait qu'on est décalé de 90 degrés, on va compenser ce décalage de 90 degrés en faisant moins 90. Et là, ça fonctionne, on est bien tourné dans la bonne direction. Donc ça, c'était le premier truc, c'était la rotation de la hitbox. Donc on va se rajouter un petit commentaire parce qu'on fait bien les choses. On va dire update the rotation of the attack hitbox based on the facing direction. Donc maintenant, on a la rotation qui se déclenche. Maintenant, ce que je voudrais, c'est savoir quand j'arrive à la deuxième frame de l'animation du personnage. Donc cette frame-là, là, c'est la frame 1, la frame à l'index 1, donc la deuxième frame de l'animation d'attaque, quelle que soit la direction. Hein. D'ailleurs, on va remettre l'animation par défaut à idle down. Donc je veux savoir quand je suis à la frame d'index 1 d'une des animations d'attaque, pour pouvoir dire à ce moment-là, je veux qu'il y ait une destruction, je veux qu'il y ait un dégât qui soit fait à ce qui est dans la zone. Donc pour ça, il faut que je récupère quand la frame de l'animation change, parce que ce que je veux, c'est savoir à quel frame précisément je suis. Donc pour ça, on va récupérer le signal frame change qui est ici. On va le connecter au personnage, on va faire onAnimated sprite frame change, on va laisser le nom par défaut, voilà. Et ça va me... Donc je vais recevoir ce signal à chaque fois que une frame de n'importe quelle animation va changer. Donc il va me falloir deux infos, il faut que je sache que je suis bien dans une animation d'attaque. Donc pour faire ça, on l'a déjà fait, je sais pas si vous vous souvenez. Là, if attack is subsequence of animated sprite.getAnimation. Donc ça va me dire que je suis en train d'attaquer. Paf, on va se servir de ça. Et ensuite, on va faire if animated sprite.getFrame. Donc ça va me donner l'index de la frame en cours. Donc si l'index de la frame en cours est 1, donc c'est la frame où on attaque, à ce moment-là, on sait qu'on veut faire une action. Et là, ce qu'on veut faire, c'est déclencher l'effet de l'attaque. Donc déclencher l'effet de l'attaque, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déclarer une fonction qui s'appelle punk_attack_effect, voilà, qui va représenter le fait de déclencher l'effet de l'attaque. J'essaye de garder cette hygiène de code de chaque fonction a un seul but. Donc là, notre fonction, elle représente le fait de faire l'effet de l'attaque. Mais par contre, elle, le seul truc qu'elle se contente de faire, c'est déclencher cet effet. On va pas coder l'effet de l'attaque là-dedans, parce que si on a besoin de s'en servir après, et ben on sera bien embêté, quoi. Ok, donc là, on va déclencher l'attaque effect. Et notre attaque effect, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben c'est là que c'est intéressant, c'est là que on va aller chercher dans la doc. Si vous voulez aller chercher la doc d'un nœud précisément, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le nœud, vous faites clic droit, vous faites ouvrir la documentation et il va vous mettre à la bonne page de la documentation qui correspond au nœud sur lequel vous avez cliqué. Donc là on est sur une ARIA 2D, il nous met sur la page d'ARIA 2D. Et donc ce que je veux, c'est récupérer les éléments qui sont dans mon ARIA. Et pour ça on a deux fonctions, on a get overlapping areas. Ça va me renvoyer les areas qui sont superposés à cette aria là. Et on a get overlapping bodies, donc là ça me renvoyait les bodies qui sont superposés à cette area. Donc les bodies, ça va être les kinematic bodies, donc les personnages par exemple. Ça va être aussi les rigid bodies ou les static bodies, etc., etc. Il y a plusieurs types de bodies dans Godot. Alors attention parce que les tile maps, les tiles des tile maps sont considérés comme des bodies aussi. Si votre tile a une boîte de collision, la fonction get overlapping bodies va vous renvoyer aussi la tile map. Pour l'instant, le seul truc qu'on va faire, c'est appeler cette fonction get overlapping bodies au moment où on fait l'attaque effect. Donc là, on va avoir var bodies, on va l'appeler bodies array même, égale attack hitbox.getOverlappingBodies. Ok, donc ça on sait que c'est un array qui contient les bodies qui sont dans ma zone d'effet. Et ben maintenant ce qu'on va faire, tout simplement, c'est faire la première boucle, votre première boucle. Alors une boucle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme son nom l'indique, ça permet d'exécuter une série d'instructions en boucle. Donc ici par exemple, j'ai un certain nombre de bodies dans mon array, mais je ne sais pas combien. Donc je peux pas dire je vais faire 4 fois l'instruction parce que je ne sais pas s'il y en a 4, s'il y en a 7, s'il y en a 10, je sais pas. Donc pour pouvoir le faire dynamiquement, donc dynamiquement ça veut dire quel que soit le nombre de bodies que j'ai dans mon array, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne et il faut que ça soit propre. Alors comment je fais ça? Et ben je vais faire une boucle, donc on va faire une boucle for. Il y a plusieurs types de boucles, mais aujourd'hui je vais vous apprendre les boucles for. Et alors pour ça on fait for. Et après, on déclare une variable qui va... Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va faire for body, par exemple, in bodies array. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va parcourir tous les éléments de bodies array, qui va prendre les éléments un par un. Premier élément d'abord, donc l'élément avec index 0, l'élément avec index 1, l'élément avec index 2, etc., jusqu'à arriver au bout. Et à chaque élément, pour chaque élément, c'est pour ça que ça s'appelle for, tu vas faire telle chose. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est body, à chaque fois qu'on va passer dans la boucle, va représenter un élément de l'array. Donc la première fois qu'on va passer dans la boucle, il va représenter le premier élément, enfin l'élément 0. La deuxième fois, il va représenter l'élément 1, etc., 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 jusqu'à arriver au bout. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste exécuter tel bout de code pour chaque élément de l'array. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste if
body.asMethod destroy par exemple. Donc on va lui demander s'il a une méthode qui s'appelle destroy, ce body. Et à ce moment-là, on va faire body.destroy. Donc on va appeler la méthode destroy de body. Donc en gros, on va juste demander au body, est-ce que tu as une méthode détruire? Et si tu as une méthode détruire, je l'appelle. C'est vraiment super simple. Bon, jusqu'ici, notre jar, c'était un tile, c'était pas une scène. Mais là, le problème, c'est que notre jar, on veut lui donner un comportement en fait. On veut lui dire, si tu as une interaction avec le joueur, tu joues une animation de destruction et pourquoi pas tu fais pop une pièce par exemple. Donc en fait, on veut lui coder un comportement à cette jar. Or, c'est pas possible actuellement dans Godot 3 de donner des comportements à des tiles. Donc on va être obligé de passer par une scène. Donc on va créer une scène qui va s'appeler jar. On va créer une nouvelle scène, on va faire une nouvelle scène. On va lui donner un autre type de nœud parce que ce qu'on veut c'est un static body 2D. On va l'appeler jar. Ok, alors static body c'est pour les bodies qui ne se déplacent pas, comme son nom l'indique, static, bouge pas, voilà. Ce truc là, on va lui donner un animated sprite. Donc c'est comme pour le personnage, un même principe. Il va avoir une animation, donc on lui donne animated sprite. Aussi, il va avoir besoin d'une collision shape, parce qu'il va avoir besoin d'une hitbox. Donc une collision shape. Cette collision shape va avoir besoin d'une shape qui est là. On va lui donner new circle shape. Alors on va régler la taille après avoir importé les sprites, hein, bien sûr. Donc on va sauvegarder la scène, on va le sauvegarder sous forme de jar.tscn, dans interactive object par exemple. Voilà, j'ai sauvegardé jar.tscn, très bien. Donc là je vais importer mes animations. Donc vous vous souvenez, pour importer les animations, on clique sur l'animated sprite, on crée un nouveau sprite frame. Alors je ne vous ai pas trop décrit, mais en gros les sprite frames c'est des ressources. Dans Godot, il y a les scènes, il y a les nœuds, mais il y a aussi les ressources, qui sont des éléments que peuvent posséder les nœuds. Et sprite frame, c'est un type de ressource. On va revoir assez souvent les ressources, donc c'est pour ça que je vous explique brièvement ce que c'est. Donc nouveau sprite frame, ça va être une ressource. Et donc là, on va être dans l'éditeur de sprite frame de Godot, qui va nous permettre d'ajouter les animations. Ça, vous connaissez. Donc on va faire une animation idle, et on va faire une animation break. A few moments later. Ok, et donc l'animation par défaut de ce truc-là, ça va être idle. Très bien. Alors le truc que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un petit décalage entre l'endroit où j'ai mis ma collision shape et la jar elle-même. Donc ce que je peux faire, c'est lui donner un petit offset à lui. Donc on va lui donner un offset par exemple de -4 pour aller vers le haut. C'est peut-être un peu trop, on va dire -3. -3, ça a l'air pas mal. Ok, et donc on a de la chance, collision shape à peu près à la bonne taille. Alors il y a un petit décalage sur l'axe des X, vous voyez, de 1 demi-pixel, donc je vais dire 0,5 ici. Paf, comme ça on est pile poil où il faut, au niveau de l'axe des X. Notre jar, là, elle est prête. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a sa collision shape, elle a son animation. Le seul truc qui lui manque, c'est son comportement, c'est son code. Donc on va créer un nouveau script qu'on va appeler jar.gd. Modèle, on va mettre empty et on va charger. Ok, et donc on se retrouve dans jar.gd avec juste extend static body 2D. Bon, maintenant que je vous ai un petit peu habitué au state machine, etc., on va aller directement dans le vif du sujet. Notre jar, elle a que 3 états possibles. Elle a idle, elle est en train d'être cassée, et elle est cassée. Donc, on va déclarer enum, state, et là on va faire ça. Donc on va avoir idle, breaking, en train d'être cassé, et broken, déjà cassé. On va avoir var state, qui va être égal à state.idle. Ça c'est un entier. Tout ça vous connaissez, hein, normalement, si vous avez suivi les tutos précédents. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder le tuto sur la state machine. Ok, et là on n'est pas obligé de sortir l'armada comme on a fait pour le personnage avec des assesseurs et tout, parce que le comportement de notre jar, notre pot, il est hyper simple. C'est juste on déclenche le fait qu'elle soit cassée, elle est cassée, elle devient cassée et c'est fini quoi. Donc elle n'a pas un comportement très compliqué, donc on n'est pas obligé non plus de faire un script très élaboré. Il faut essayer de réfléchir un petit peu rationnellement à quel point vous avez besoin de faire un script élaboré. Vous n'avez pas besoin de faire un truc de fou si votre besoin est méga simpliste comme c'est le cas ici. C'est le défaut que peut avoir un petit peu les design patterns dont on parlait la dernière fois. Les design patterns c'est très bien quand vous avez besoin de faire des grosses infrastructures, des grosses architectures que vous allez devoir maintenir sur la durée, faire évoluer, etc. C'est hyper utile de les connaître et de les utiliser. Mais dans des cas comme ici où on a un besoin hyper simple, il faut savoir aussi dire non mais là j'ai pas besoin, c'est overkill quoi, c'est pas la peine. Donc on a besoin d'une fonction qui va être destroy, on a dit, que va appeler notre personnage quand il va chercher à détruire un pot. Cette fonction alors on voit rien. Et alors destroy, qu'est-ce que ça va faire? Et ben actuellement ça va me mettre sur l'état breaking, donc ça va dire state égale state.breaking. Et on veut déclencher l'animation aussi. Donc pour déclencher l'animation, il faut qu'on récupère le animated sprite. Donc pour ça, on va faire onReadyVar animated sprite. Et là, je vais utiliser un alias. Donc en fait, plutôt que de faire getNode
animated sprite, comme on faisait d'habitude. On peut aussi faire $animated sprite. Alors le dollar en fait remplace getNode, ça veut dire exactement la même chose. Si vous faites $animated sprite, c'est exactement comme si vous avez fait getNode animated sprite. C'est juste un peu plus rapide à taper. Donc là on veut juste dire animated sprite.play break. Et après, ce qu'on veut faire, c'est que dès que l'animation s'est terminée, on veut le mettre dans l'état broken. Donc pour ça, c'est facile, vous connaissez. On va dans nœud, on va dans animation finished, connecté, unanimated sprite animation finished, paf. Et là, on va lui demander si son animation c'était break. Donc if animated sprite.getAnimation égale break. À ce moment-là, on va dire state égale state.broken. Ok, donc là, on est cassé. Un petit truc qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de décocher la boucle sur cette animation-là, parce que sinon, elle va se jouer en boucle, et nous, on veut qu'elle se joue qu'une seule fois. En fait, une fois qu'elle est arrivée là, elle reste dans cet état-là. On va enlever la boucle, et on va pas oublier non plus de changer la vitesse à 10 frames par seconde. Et donc, il y a un dernier petit truc qu'il faut regarder, c'est qu'on ne peut pas destroy un pot si ce pot a déjà été détruit. Vous êtes d'accord? Donc, en fait, on peut détruire un pot que s'il est dans l'état idle. Donc, en fait, au début de destroy, il faut qu'on vérifie qu'on est bien dans l'état idle. Donc, on va faire if state égale idle. On va même faire l'inverse en fait. On va faire if state est différent de state.idle. À ce moment-là, on fait rien, on return. Et là, qu'est-ce qui se passe? On peut lancer. Donc on a notre personnage qui se déplace, paf, on va voir un pot et boum, on déclenche l'animation. Et là, ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien. Le seul truc, c'est que vous voyez, il y a toujours la collision avec le pot. On peut toujours collisionner avec le pot parce qu'il n'y a rien qui enlève la boîte de collision du pot. Donc ce que je pourrais faire, c'est juste dire au moment où j'arrive là, je désactive la collision shape. Donc on va faire onReadyVar collision shape égale collision shape 2D. Et là on va faire collision shape.setDisabled. Donc setDisabled, c'est mettre à désactiver. Donc on va rendre désactiver la collision shape. J'ai oublié un i à collision shape, attention. Ok, si on essaye, ce que ça donne. Paf. Donc là, on a bien la collision shape qui se désactive et après, on peut marcher dessus. Bon, bah c'est cool ça. Ok, donc on va faire la même chose avec les coffres, sauf que maintenant, dans le cas du coffre, on veut pas déclencher l'animation. Donc en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'au moment où on rentre dans l'état attaque, s'il y a un objet interactif dans ma zone d'effet, dans ma hitbox, à ce moment-là, on va interagir avec lui et on va sortir de l'état attaque immédiatement. Et si c'est pas le cas, on va laisser l'animation se jouer et puis il va y avoir l'attaque effect qui va se déclencher, etc. Donc en fait, même principe. Donc on state changed, on va dire if state égale state.attack. À ce moment-là, on va faire interaction attempt, tentative d'interaction, parce qu'il n'y a pas forcément d'objet interactif dans sa zone, donc on ne sait pas s'il va y avoir une interaction ou pas. On va essayer de faire une interaction. Et interaction attempt va me renvoyer vrai ou faux, est-ce qu'il y a eu une interaction ou pas. Donc if interaction attempt me renvoie vrai, à ce moment-là, on va faire state, on va faire state.idle. Ok. Donc maintenant, il faut que je code la fonction interaction attempt. On va faire func interaction attempt. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi des fois je mets des underscores au début du nom de ma fonction et des fois j'en mets pas. En fait, c'est une convention de nommage en GDScript. On met des underscores quand on considère que la méthode doit être privée. Et privé, ça veut dire, dans d'autres langages de programmation, c'est un mot-clé. Ça n'est pas en GDScript, mais en gros, privé, ça veut dire que vous ne pouvez appeler cette méthode que depuis le script en question. Donc là, je peux appeler la méthode interaction attempt que depuis mon personnage. J'ai pas le droit de l'appeler de l'extérieur en fait. Alors que si j'avais pas le underscore, ça voudrait dire qu'elle était publique. Au contraire de privé, ça veut dire que je peux l'appeler de l'extérieur si j'ai envie. Et c'est pour ça que vous voyez notre destroy, je l'ai rendu public parce que c'est notre personnage qui la déclenche. Je lui ai pas mis de underscore. Là en fait, ça va être le même principe que ça. On va récupérer les interactive bodies. Même principe aussi que là. En fait, plutôt que de déclencher la méthode destroy, on va déclencher la méthode interact. Donc on va essayer d'appeler la méthode interact. Et si là, on va l'appeler. Voilà. Tout bêtement. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à créer la scène pour le coffre et à lui donner une méthode interact. Et là, si tout se passe bien, vous avez toutes les connaissances qui vous permettent de le faire. Donc je vous laisse le faire de votre côté. Moi, je vais mettre une ellipse et puis on se retrouve quand le truc est terminé et vous vérifiez si vous avez la même chose que moi. C'est un petit jeu comme ça entre nous. A few moments later. Ok, donc j'ai créé ma scène. Ma scène, elle ressemble à ça. J'ai un static body qui s'appelle chest. J'ai un animated sprite dans lequel j'ai mes deux animations. J'ai ma collision shape. Et donc on se retrouve dans le script. Et là, on va coder son comportement à notre ami le chest. Donc ça va être le même principe que la jarre. Et ça aussi, vous savez faire. Donc je passe assez vite. Donc voilà, même principe que pour le pot, hein, pour la jarre. On a une enum état. On a l'état en cours qui est représenté par la variable state. Et on a animated sprite qui nous permet d'aller chercher le nœud animated sprite. Et donc là, la différence de jarre, ce qu'on veut, c'est une fonction interact sans underscore parce qu'elle va être appelée de l'extérieur. Et cette fonction interact, en fait, juste lui, ce qu'il va faire, c'est if state égale state.idle. À ce moment-là,
on va l'ouvrir. Et alors l'ouvrir, ça va être animatedsprite.play open. Et il faut que je récupère aussi le fait que l'animation est terminée. Donc comme d'habitude, on veut paf, animation finished, connecté. On se connecte au chest, paf. Et là, sur le chest, on va juste faire state égale state.opened. Voilà. Et là, il ne faut pas oublier de dire state égale state.open. Voilà. Et donc, si on essaye tout ça, normalement, on devrait pouvoir ouvrir les coffres et ça ne devrait pas nous jouer l'animation d'attaque. Voilà, on teste et hop. Alors, ça ne marche pas. Et je sais pourquoi. C'est parce que j'ai oublié que Interaction Atom, c'est censé me renvoyer un booléen. C'est censé me renvoyer si oui ou non ça a marché. Donc, on va faire var attempt success qui va être égal à false. Donc par défaut, le succès est faux. On n'a pas réussi à faire une interaction. Mais si on a réussi à en faire une, on va dire attempt success égale true. Et à la fin, on va juste return attempt success. Donc comme ça, s'il y a aucune interaction, ça me renvoie faux. Et s'il y en a une, bah, ça va me renvoyer qu'il y en a eu une, au moins une. Ça va me renvoyer vrai. Et donc là, ça va me dire oui ou non, est-ce que je me mets dans l'état idle. Voyons voir. Paf. Alors ça ne marche toujours pas. Pourquoi? On va débugger. Est-ce qu'on arrive là? On arrive bien là. Interaction attempt. Est-ce qu'il m'envoie vrai ou pas? On va rentrer dedans. Alors si vous voulez rentrer dans une fonction, vous voyez, vous êtes sur la ligne où la fonction est déclenchée. Vous voulez rentrer dans la fonction. Vous pouvez utiliser ce petit bouton là qui s'appelle rentrer là dans le debugger. Donc on clique là-dessus. On va rentrer dans la fonction et là on va pouvoir faire un étape par étape en utilisant celui-là. Sortir. D'ailleurs le nom est pas terrible, mais c'est juste pour regarder ligne à ligne ce qui se passe. Donc là on récupère ça, on récupère bodies array, et dans bodies array on a bien deux bodies. Et qu'est-ce que c'est que ces bodies? On peut cliquer dessus pour aller voir. On va voir dans l'inspecteur. Et là je regarde le chemin du bodies, on a level decoration. Il est en train de me retourner le level decoration. Et en fait tout ça c'est que je suis juste un peu bêtasson, c'est que j'ai laissé les tiles plutôt que d'instancier ma scène coffre. Donc là il faut que je vire le coffre. Et on va juste s'instancier la scène coffre. Instancier chest. Paf. Mais au moins ça m'aura permis de vous montrer un petit peu comment fonctionne un peu plus en profondeur le debugger. Et donc on lance la scène et là ça devrait fonctionner. Donc on a bien le truc qui s'ouvre. Alors je crois que l'animation par défaut est pas la bonne. Voilà, l'animation par défaut c'est idle. Et là ça devrait fonctionner. Voilà, ça s'ouvre bien. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça fonctionne, on a fait nos premières interactions, donc on peut casser les pots, on peut ouvrir les coffres. Donc c'est très cool, on commence à avoir un petit peu un jeu qui se forme là. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si ça vous plaît, parce que c'est ce qui aide le plus au référencement de la vidéo. Comme d'habitude, je répète un petit peu, mais c'est pour les gens qui prendraient la série au milieu. Il y a donc les réseaux sociaux, vous pouvez voir là, il y a Twitter, il y a Instagram, Twitch sur lequel je fais des lives toutes les après-midi 2 semaines. Vous pouvez trouver les assets sur itch.io qui est dans la description. Les assets sont mis à jour au fur et à mesure, donc n'hésitez pas quand vous reprenez un nouveau tuto à aller retourner voir dans l'asset pack parce qu'il y aura peut-être eu des nouveautés. La prochaine fois, on va parler de deux éléments importants dans le jeu. On va parler de la caméra et de la taille de l'écran et on va faire nos premiers collectables dans le jeu. Voilà, je vous fais des poutous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous, salut.